Bonjour à toutes les personnes déjà connectées à ce webinaire pour le projet AgriWest Value. Nous sommes actuellement 40 personnes connectées et le webinaire commence dans 5 minutes. Nous sommes presque 90 inscrits, 90 pour les Français. Donc nous allons attendre 14 heures comme prévu pour commencer l'événement. Merci déjà de vous être connectés à l'avance. À tout à l'heure. Bonjour à tous, voilà il est 14 heures, l'heure de démarrer ce webinaire pour le projet AgriWest Value. Donc ce webinaire a pour thématique la nouvelle filière d'extraits végétaux, quelles sont les réalités d'approvisionnement. Nous sommes pour l'instant 47 personnes de connectées, donc merci, vous n'êtes pas tout seul derrière votre écran, nous sommes 47 aujourd'hui. Alors je vais vous présenter quelques trucs et astuces pour pouvoir interagir avec nous pendant l'événement.
Donc, sur votre écran, vous avez donc la partie de gauche avec la présentation et les caméras des différents orateurs du jour. Et sur la partie de droite, vous avez plusieurs onglets qui vont vous permettre d'interagir. Vous avez l'onglet chat pour discuter avec nous, pour se saluer, pour vous présenter, pourquoi pas. Vous pouvez également répondre au sondage que l'on lancera à la fin de l'événement dans l'onglet sondage. Et pour poser vos questions, ça se passe dans l'onglet questions, juste à côté de chat. Et ce serait parfait si vous pouviez préciser à qui votre question s'adresse en mettant devant votre question un petit arrobase. Par exemple, si la question s'adresse à Monsieur Frédéric Warzé, que vous l'indiquiez, ce sera plus facile pour nous pour modérer les questions. Donc, pour introduire un petit peu ce webinaire, AgriWaste Value, qu'est-ce que c'est? AgriWaste Value, c'est un projet qui vise à transformer les résidus agricoles des régions du nord-ouest de l'Europe en des composés bioactifs pour les utiliser dans des secteurs industriels tels que la cosmétique et la nutraceutique, mais aussi dans un second temps dans les domaines énergétiques, chimiques et agricoles. C'est un projet qui se réalise sous le programme Interreg Nord-Ouest Europe. Donc, c'est un programme de recherche européen transfrontalier. Et il reçoit le soutien du FEDER et de la Wallonie et rassemble 9 partenaires en Europe. C'est vraiment un projet collaboratif. Donc, nous avons l'AgroParisTech, nous avons Celabor qui est avec nous aujourd'hui. Il y a également Cosmetic Valley, Delphi, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse, Eurasanté, PFI, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et enfin Valbiome qui organise aujourd'hui cet événement. Un petit dernier mot en attendant que les dernières personnes se connectent à ce webinaire. Ça monte tout doucement. Nous sommes désormais 55. Donc bonjour à tous et bienvenue. Restez connectés, rejoignez notre communauté et restez au courant des dernières actualités et des événements à venir. Vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn ou Twitter ou encore visiter notre site web agriwastevalue.eu de temps en temps. Il y a également une newsletter qui part à peu près 2 fois par an. Vous pouvez vous y inscrire via ce lien. Je vais l'ajouter dans le chat directement pour que vous puissiez pouvoir cliquer dessus. Et donc tout de suite, je laisse la parole à notre premier orateur qui est donc Frédéric Warzé d'Ethic ASBL. Et donc, il va nous parler des tendances des marchés. Bonjour Frédéric, je te laisse la parole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire en tentant de vous expliquer pourquoi la valorisation de déchets agricoles et l'utilisation de la biomasse est importante et intéressante dans le cadre de l'industrie cosmétique. Alors, mon nom effectivement est Frédéric Warzé et je suis le responsable développement durable d'Ethic. Ethic, c'est la fédération professionnelle des distributeurs et producteurs de cosmétiques en Belgique et au Luxembourg. Ça représente environ 120 entreprises, 120 membres. Comme vous pouvez le voir, tous ne font pas uniquement des cosmétiques, mais nous représentons également des industries proches, comme la détergence, mais également l'industrie des biocides et de la technologie aérosol. Alors, ce qui est très important, dans le contexte de l'industrie cosmétique, en fait, c'est le contexte général et les incitants qui existent pour faire évoluer cette industrie vers une industrie plus respectueuse de l'environnement. Et parmi ces incitants, il y en a des très neufs, comme par exemple le nouveau Green Deal européen qui vise à essayer d'implémenter toutes sortes d'initiatives afin de lutter contre le changement climatique, de réduire l'impact environnemental des produits, et ce dans un contexte que je vais vous expliquer un peu plus loin, qui est particulièrement important en Belgique également, c'est le contexte de l'économie circulaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entièreté de notre industrie a décidé de mieux répondre à une implémentation, à une activité dans un cadre de développement durable. Alors, je ne vais pas entrer dans une explication de ce que c'est réellement le développement durable et ni de l'approche holistique qu'il demande, puisque
C'est une approche relativement difficile à comprendre, raison pour laquelle les Nations Unies ont développé 17 Sustainable Development Goals qui permettent de simplifier un peu la communication en termes de développement durable et surtout de fixer des objectifs concrets à atteindre par les gouvernements, mais également par les entreprises. Au niveau environnemental, il s'agit des objectifs de développement durable 12, 13, 14 et 15, c'est-à-dire avant tout la consommation responsable, la lutte contre le changement climatique, la préservation des eaux et des forêts et de la nature, l'écosystème en général. Et dans ce contexte-là, autre incitant, la politique européenne et la politique belge tentent à introduire un nouveau concept qui est le concept d'économie circulaire. Un concept très intéressant, mais qu'on imagine beaucoup plus facilement avec du packaging que l'on peut recycler, etc., qu'avec un produit comme un produit cosmétique qui finalement va finir à l'égout. Alors, comment boucler la boucle de l'économie circulaire avec un produit qui disparaît dans les égouts? Je ne vais pas vraiment vous l'expliquer, mais je vais vous donner quand même quelques solutions. Alors, à la base de la possibilité de développer l'économie circulaire dans les cosmétiques, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie produit. Le cycle de vie produit, c'est tout simplement les différentes étapes qui impactent socialement ou environnementalement le milieu extérieur. En d'autres termes, on distingue différentes phases qui sont bien spécifiques, comme le choix des matières premières, le développement du produit, l'éco-design, sa fabrication, sa distribution, mais également sa phase d'utilisation et sa fin de vie, qui sont des éléments relativement importants. C'est donc à partir d'une logique cycle de vie que l'on détermine l'impact environnemental, mais également sociétal d'un produit. Alors en général, pour les produits cosmétiques, on a déjà fait plus ou moins des analyses génériques, et on peut voir qu'il y a deux types de profils pour un produit cosmétique au niveau de l'analyse cycle de vie environnementale. Il y a les produits qu'on appelle les produits rinse-off, qui sont les produits à rincer, comme par exemple les shampoings, les gels de douche, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a les produits qu'on appelle les produits leave-on. Ce sont surtout les crèmes, les crèmes hydratantes, les émulsions que l'on se met sur la peau. Alors, la grande différence qu'il y a entre ces deux types de produits, ce sont les phases du cycle de vie qui sont les plus impactantes en matière environnementale. Et lorsque l'on voit, par exemple, les produits rinse-off, eh bien, on peut remarquer que c'est surtout la fin de vie, mais la phase d'utilisation qui est très impactante. En ce qui concerne les produits de soins, les produits qui restent sur la peau, on remarque que, et ça c'est très important, c'est le choix des matières premières et des ingrédients et ainsi que du packaging qui ont un impact environnemental le plus élevé. Alors, ici, ces deux schémas viennent d'une analyse cycle de vie relativement complexe, mais il faut savoir que l'Union européenne a développé des outils qui permettent de calculer l'impact environnemental au niveau de ces différentes phases qu'on appelle des Product Category Rules. Et cette méthodologie, c'est la méthodologie du PEF, le Product Environmental Footprint. Et vous avez ici quelques profils qui ont été calculés à partir de la méthodologie PEF sur différents types de produits. Et alors, que voit-on ? Ce qu'on voit, c'est que, en fait, comme vu plus haut d'ailleurs, la phase qui consiste à choisir le bon ingrédient et à choisir le bon ingrédient dès le début avec son impact et à choisir l'ingrédient qui aura également une fin de vie plus intéressante au niveau de la réduction de l'impact environnemental, cette phase est très importante pour les produits de soins de la peau, pour les produits de protection solaire, pour les pâtes dentifrice. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que pour les autres types de produits, donc les produits à rincer, malgré tout, si on élimine la phase d'utilisation qui n'est pas en fait maîtrisable directement par les producteurs, en réalité, on remarque que le choix des ingrédients est extrêmement important, reste une des phases les plus importantes avec la fin de vie. En d'autres termes, afin de pouvoir
introduire et réaliser des produits qui ont un impact environnemental faible dans un contexte d'économie circulaire, le choix des matières premières ainsi que leur qualité en fin de vie est extrêmement importante. C'est la raison pour laquelle le choix de matériaux biosourcés dans les cosmétiques est une des voies du futur afin de réduire l'impact environnemental des produits. Mais alors, pas n'importe comment. Parce que dans les objectifs de développement durable, il y a aussi un objectif qui est très très important, c'est celui de vaincre non seulement la pauvreté, mais la faim dans le monde. Il y a une population mondiale extrêmement importante pour laquelle il est nécessaire de réserver les surfaces agricoles. C'est la raison pour laquelle, si le biosourcing est une des solutions effectives et pour pouvoir fermer cette boucle de l'économie circulaire au niveau du produit, en fait, c'est une bonne solution si et seulement si les ingrédients sont issus de sources qui ne sont pas en compétition en fait, avec les besoins alimentaires. Et c'est dans ce contexte-là que des projets comme Agri-Waste Value sont extrêmement intéressants parce que la valorisation pertinente des déchets agricoles est extrêmement intéressante puisqu'elle permet de rencontrer les objectifs de développement durable environnementaux tout en rencontrant des objectifs sociétaux comme le fait de ne pas être en compétitivité avec l'agriculture, dont l'objectif numéro 1 est de nourrir la planète. Alors, un élément très important, c'est la biodégradabilité des ingrédients. Le fait qu'un ingrédient est biosourcé ne veut pas dire qu'il soit biodégradable. On peut faire de très très beaux plastiques biosourcés absolument non biodégradables. Et comme vous l'avez vu, 2 éléments essentiels, c'est d'avoir des ingrédients qui proviennent de la biomasse, mais aussi dont la fin de vie est peu impactante pour l'environnement, ce qui veut dire que pour boucler cette boucle de l'économie circulaire, nous avons besoin d'ingrédients que nous tirons de la biomasse, mais que nous pouvons rendre à la nature de manière propre, avec une biodégradabilité suffisante. Et quand nous parlons de biodégradabilité, nous ne parlons pas de produits que nous allons relarguer dans la nature, parce que tous les produits ne doivent pas finir dans la nature, ils doivent passer par l'égout et, si possible, traverser des centrales d'épuration avant de retourner dans la nature. Alors ça, c'est un premier élément. Il y a une véritable demande de la part du secteur de ce type d'ingrédients et qui ont ces caractéristiques très particulières. Par contre, il y a d'autres demandes qui sont hors contexte politique, qui sont des demandes traditionnelles du secteur. C'est une demande en actif. En cosmétique, on utilise depuis le début de cette science qui date de plusieurs siècles. C'est une véritable tradition que d'utiliser des ingrédients qui proviennent de la nature ou des ingrédients d'origine naturelle. Mais il y a des nouveautés. À l'heure actuelle, ce qui est très important, c'est de pouvoir utiliser des ingrédients sur un circuit court. C'est important. Notamment, le développement d'une cosmétopée locale est un élément essentiel. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus hors de question d'aller chercher des ingrédients naturels en devant traverser les océans ou aller chercher des ingrédients exotiques en matière de transport et en matière d'exploitation des ressources locales et de destruction de la biodiversité. Ce sont de plus en plus des solutions que l'on évite. Donc, le fait de pouvoir réutiliser de façon locale, de nouveau, des ingrédients issus de déchets agricoles est une solution qui rencontre, en fait, une demande traditionnelle du secteur cosmétique pour des ingrédients naturels, mais qui, maintenant, devraient, si possible, être produits en circuit court. Les actifs, c'est une chose, mais en fait, dans un produit cosmétique, il y a énormément d'actifs, il y a énormément d'ingrédients, excusez-moi, qui ne sont pas des ingrédients dont l'objectif est d'avoir une action réelle ou d'être des actifs tels qu'on les conçoit, mais qui sont des ingrédients de formulation. Et parmi ces ingrédients de formulation, les tensioactifs sont un des ingrédients le plus important. Trouver et obtenir des tensioactifs à partir de sources de biosourcés, c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que le tensioactif en cosmétique est un ingrédient quasiment ubiquitaire.
Si on prend tous les shampoings, tous les gels, etc., ben dans ce contexte-là, le tensioactif, le surfactant est un actif puisqu'il permet effectivement le nettoyage, hein, il permet d'éliminer l'excès de graisse, de sébum sur la peau. Hein. Mais ceci dit, là, dans tous les autres produits cosmétiques, ces tensioactifs sont également présents, puisque tous les autres produits cosmétiques sont soit des émulsions, soit des crèmes. Et donc, pour fabriquer ces émulsions, pour fabriquer ces crèmes, on a besoin de tensioactifs, de surfactants, et également, d'ailleurs, pour fabriquer certains supports, transports de matières actives, comme par exemple des liposomes ou autres éléments de transport des actifs au travers des couches supérieures de l'épiderme. Autre élément essentiel que l'on peut soulever en matière de tensioactifs si on arrive à en produire localement à partir de déchets agricoles, c'est la possibilité d'obtenir une alternative aux dérivés de l'huile de palme. L'huile de palme, certes, est une source renouvelable et si elle est exploitée durablement, est très intéressante pour la production d'acide palmitique et d'une grande quantité de surfactants utilisés en cosmétique. Néanmoins, on ne produit pas d'huile de palme dans notre pays et le transport est extrêmement ennuyant en matière d'impact environnemental. Et donc, avoir une production locale d'acide palmitique qui permettrait de créer des surfactants en C12, C16 est quelque chose de vraiment intéressant pour l'industrie cosmétique. Et aussi, des alternatives au savon. Alors, pourquoi des alternatives au savon? Mais tout simplement parce que, puisque la majorité d'entre vous habitent dans des régions nordiques comme la Wallonie, le nord de la France, etc., vous savez tous qu'on a une eau extrêmement calcaire et que le savon précipite en présence d'ions, calcium notamment, mais d'ions positifs. Ce qui rend le savon, certes, très à la mode parce qu'il y a un concept de naturalité qui fait que les gens qui croient d'ailleurs à tort que le savon est une substance naturelle, vont réutiliser ces produits traditionnels. Néanmoins, les savons sont extrêmement détersifs, donc ils retirent un peu fortement, un peu trop fortement pour certains types de cosmétiques, la couche hydrolipidique qui est aux surfaces de la peau. Et donc, la recherche d'alternatives au savon, des tensioactifs plus doux, est aussi une demande qui trouve, enfin, une demande du secteur. Alors, il y a une grande diversité de cette demande parce que on a besoin d'une grande diversité de tensioactifs différents. Lorsqu'un formulateur cherche un tensioactif, il ne va pas chercher une molécule, il va choisir une balance HLB qui va lui permettre de formuler une émulsion ou une crème. Et donc, la majorité des tensioactifs qui sont à disposition des industriels sont présentés sous forme de mélange. Donc, la diversité est grande et donc, il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là. Autre ingrédient de formulation qui est de plus en plus nécessaire, ce sont des ingrédients qui sont issus de la problématique des microplastiques. Les microplastiques, c'est une problématique qui est très aiguë à l'heure actuelle. D'une part, on a éliminé de la majorité des cosmétiques. D'ailleurs, en Belgique, il n'y en a plus du tout. Je crois que c'est 0,001% dans les produits cosmétiques en Belgique. Les microbilles de plastique qu'on utilisait dans les scrubs. Mais évidemment, les microplastiques, en fonction de la définition qu'on lui donne, ça peut être beaucoup d'autres choses. Et donc, il est clair que l'industrie cosmétique, par rapport à ça, a besoin d'alternatives qui ne sont pas considérées comme des plastiques, ou en tout cas des polymères qui ne seraient pas tout à fait considérés comme des plastiques par l'Agence chimique européenne, et qui permettraient évidemment de remplacer des éléments qui risquent de manquer dans l'avenir, comme des agents texturants, des épaississants. Les agents texturants sont très importants en formulation cosmétique puisque ils sont de la texture du produit dépend très très largement l'acceptabilité par le consommateur. Et puis d'autres ingrédients auxquels on ne pense jamais mais qui sont importants également. Lorsqu'on utilise des poudres de maquillage et notamment des poudres libres, on a besoin de molécules anti-cake, donc qui empêchent les poudres de se tasser et d'être inutilisables finalement dans le produit fini, qui est une poudre de maquillage. Autre ingrédient de formulation qui est extrêmement recherché, ce sont les ingrédients qui
ce sont les ingrédients qui pourraient remplacer ou qui pouvaient s'ajouter aux ingrédients qui sont listés dans la réglementation. Alors, ma collègue va vous présenter plus loin la réglementation sur les cosmétiques, mais dans cette réglementation, il y a des listes d'ingrédients que, par exemple, des conservateurs. Si vous voulez mettre un conservateur dans un produit cosmétique, vous devez suivre le listing qui est donné dans une des annexes de la réglementation et vous n'avez pas d'autre choix. Or, le problème, c'est qu'au cours du temps, ces conservateurs, ils disparaissent petit à petit parce que les plus efficaces, ce sont des biocides, ne l'oubliez pas, donc ce ne sont pas des produits anodins. Ils ont une certaine toxicité et au fur et à mesure que les connaissances s'améliorent, eh bien, soit ces conservateurs sont restreints, soit ils disparaissent. Mais alors, le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins et il en faut de nouveaux. Alors, pourquoi est-ce qu'il en faut de nouveaux? Tout simplement parce que moins vous avez de conservateurs, donc moins vous avez de choix d'ingrédients à mettre dans un cosmétique, plus vous allez augmenter leur fréquence dans les formulations cosmétiques que vous allez trouver un peu partout. Or, si on augmente la fréquence d'une substance, la fréquence de contact avec une substance et également sa concentration d'ailleurs dans différentes formulations, eh bien, on augmente le potentiel de sensibilisation allergique. Or, l'allergie, de plus en plus, c'est un challenge pour l'industrie cosmétique de par justement la raréfaction de certains ingrédients listés. Donc, les conservateurs qui pourraient être issus de la biomasse, ainsi que les colorants qui sont d'ailleurs listés également, ce sont des produits qui vont devenir de plus en plus essentiels et dont la demande est croissante dans l'industrie cosmétique. Et je parle aussi ici de nouveaux biocides qui pourraient être des alternatives aux faux conservateurs, parce que justement, pour ne plus utiliser ces conservateurs listés, certaines entreprises ont tendance à utiliser ce que j'appellerais des faux conservateurs, c'est-à-dire des huiles essentielles, par exemple, qui peuvent être utilisées comme actifs dans les produits cosmétiques jusqu'à une certaine concentration. Ce sont des actifs, parce qu'attention, les huiles essentielles sont particulièrement allergisants, en tout cas, et ce sont des produits très, très concentrés qu'il faut manipuler avec énormément de sagesse et de prudence. Le seul problème, c'est que si on veut les transformer en conservateurs, il faut en augmenter la concentration dans des niveaux qui sont souvent limites et qu'il est préférable d'éviter. Donc là encore, voilà un challenge qu'il va falloir relever avec de nouveaux ingrédients et si possible issus de la biomasse. Donc, j'espère que je suis dans les temps. Ma conclusion, elle est simple. Il y a pas mal d'incitants contextuels et réglementaires qui font que l'industrie cosmétique est en recherche d'ingrédients issus de la biomasse. Ces ingrédients issus de la biomasse devraient être préférentiellement issus de déchets agricoles, puisque tout simplement, nous ne voulons pas utiliser, enfin, on veut de moins en moins utiliser des ingrédients dont l'origine entre en compétition avec l'alimentaire. C'est une industrie qui a une tradition d'utilisation d'ingrédients issus de la biomasse. Il y a des ingrédients dans les cosmétiques qui se raréfient et donc on a besoin de nouveaux ingrédients. Et puis surtout, et ça je m'adresse aux marketeers de l'industrie, eh bien, il y a une très très bonne acceptabilité par le consommateur des ingrédients issus de la biomasse. Le consommateur est même en recherche. Il y a un contexte marketing de naturalité qui pousse en fait le consommateur à acheter ce genre de produits. On va même dans certaines gammes de produits, le consommateur va même jusqu'à accepter une augmentation du prix. C'est rare, ce n'est pas le cas dans la détergence, mais dans les cosmétiques, c'est une des possibilités. Et comme je le dis, c'est un secteur qui est particulièrement réceptif à l'arrivée de nouveaux ingrédients qui permettraient de réduire, in fine, l'impact environnemental et voir l'impact sociétal des ingrédients cosmétiques, puisque si on arrive à avoir des ressources locales, eh bien, on réduira également le transport, ou en tout cas, on s'assurera que les gens qui travaillent à la production de ces ingrédients sont rémunérés correctement et ont des droits des droits humains qui sont ceux de la norme européenne. Je vous remercie. Merci Frédéric pour cette présentation très intéressante et qui permet d'introduire le sujet. Il n'y a pas encore de questions à ce stade dans l'onglet questions, donc je propose qu'on passe directement à la présentation de Yuting Chen, qui travaille également à Détic et qui va nous parler donc de la réglementation cosmétique. Mais donc, chers participants, n'oubliez pas que vous pouvez participer au débat, au webinaire, en posant vos questions dans l'onglet questions et que nous disposons d'un petit temps entre chaque présentation
pour pouvoir discuter justement de vos interrogations. Yuting, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Fabium pour l'invitation. Je m'appelle Yuting Chen et je travaille comme conseiller réglementaire chez TITIC, collègue de Frédéric. Ma présentation aujourd'hui s'agit de la réglementation cosmétique. Alors, il y a plusieurs règlements qui sont en vigueur. Il y a tout d'abord donc le règlement cosmétique européen relatif aux produits cosmétiques. C'est un règlement, donc ça veut dire que c'est directement applicable dans les États membres. Mais comme il y a des spécificités nationaux, il y a aussi un arrêté royal belge relatif aux produits cosmétiques qui s'applique pour les produits. Le règlement cosmétique, c'est un règlement vertical, mais il y a aussi des règlements horizontaux qui s'appliquent. Et un, c'est le règlement REACH, donc pour l'enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, y compris les ingrédients cosmétiques. En plus, il y a aussi le règlement COP pour la classification, l'étiquetage et l'emballage pour les substances et mélanges chimiques. Pour bien définir le champ d'application d'un règlement, c'est toujours bien d'analyser la définition. On peut classer la définition d'un produit en 5 éléments: la forme, le mode ou le lieu d'application, la fonction, les ingrédients et le mode d'action. Un produit cosmétique, c'est donc toute substance ou mélange destinée à être mise en contact avec les parties superficielles du corps humain ou avec les tons et les muqueuses buccales, exclusivement ou principalement de les nettoyer, les parfumer, en modifier l'aspect, les protéger, les maintenir en bon état et corriger les odeurs corporelles. En ce qui concerne les ingrédients, c'est pas un élément dans la définition, mais ce sont réglementés. Il y a des substances interdites et réglementées. Il y a aussi des dispositifs pour les colorants, conservateurs et les filtres UV. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard. Le cinquième élément, donc le mode d'action, c'est pas non plus spécifié dans la définition, mais toutefois, si le produit modifie de manière significative la fonction physiologique du corps, ça peut être un médicament ou un dispositif médical. Chaque produit cosmétique doit être sûr pour la santé humaine lorsqu'il est utilisé dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles, compte tenu de sa présentation, de l'étiquetage et des instructions d'utilisation. Et comme j'ai dit dans le slide précédent, il y a des ingrédients réglementés et la personne responsable doit évaluer chaque produit fini. Alors, les ingrédients réglementés, il y a un annexe 2 qui reprend toutes les substances interdites. L'annexe 3, ce sont les substances avec restriction. L'annexe 4, les colorants autorisés. L'annexe 5, les agents conservateurs autorisés. Et l'annexe 6, les filtres ultraviolets autorisés. Les substances interdites dans l'annexe 2, c'est une très longue liste avec des substances qui sont interdites dans les produits cosmétiques. Il y a donc les antibiotiques, certains composants toxiques, certains colorants, les allergènes puissants, métaux lourds, les produits d'origine humaine, certaines substances qui sont classées CMR, donc carcinogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Pour les substances avec restriction dans l'annexe 3, ce sont les substances autorisées uniquement dans des conditions de l'annexe 3. Donc ici, comme exemple, attends, c'est un peu petit, le fluorophosphate de calcium. Donc, cette substance est uniquement autorisée pour des produits bucco-dentaires avec une concentration maximale de 0,15% calculée en fluor. Et il y a aussi des avertissements qui doivent figurer sur étiquette. L'annexe 3, voilà. L'annexe 3 reprend aussi de l'allergène de parfum qui doit étiqueter.
À ce moment, il y a 26 allergènes de parfum qui doivent être étiquetés, mais dans le futur proche, ça peut augmenter à un total de 87. Ensuite, donc, il y a donc l'annexe 4 avec les colorants autorisés. Et le colorant, ce sont des substances destinées à colorer le produit cosmétique, l'ensemble du corps ou certaines parties de celui-ci, par absorption ou réflexion de la lumière visible. Ensuite, il y a donc l'annexe 5 avec les agents conservateurs. Et les agents conservateurs, ce sont donc les substances destinées à empêcher le développement de micro-organismes dans le produit cosmétique. Ensuite, l'annexe 6 avec le filtre UV autorisé, ce sont des substances destinées à protéger la peau de certains rayonnements ultraviolets en absorbant, réfléchissant ou dispersant ces rayonnements. En ce qui concerne les autres ingrédients non réglementés, donc qui ne sont pas listés dans les annexes, ils peuvent être utilisés, mais à condition qu'ils sont sûrs dans les produits. Et c'est donc la responsabilité de la personne responsable ou de safety assessor d'évaluer ce ingrédient dans le produit et de garantir que c'est sûr. Il y a une base de données d'ingrédients, le COSING, qui est donc un outil très facile à utiliser, mais ce n'est pas une base de données avec des listes de substances autorisées. Ça reprend donc tous les ingrédients dans les annexes, mais ça se peut que cette base de données n'est pas toujours mise à jour. Donc, il y a certaines restrictions qui ne sont pas mentionnées. Ce COSING contient aussi des ingrédients non cosmétiques. Donc, donc il y a des ingrédients dans les annexes, mais il y a aussi d'autres ingrédients, par exemple, ingrédients médicaments ou d'autres substances. Le glossaire, c'est en fait une liste avec des dénominations communes européennes. Donc, ça reprend tous les noms INCI officiels. Le glossaire a une base légale. Donc, c'est donc le nom INCI qui reprend dans ce fichier est officiel, mais c'est juste une fichier PDF et c'est pas très facile à utiliser. Mais le nom INCI qui reprend là-dessus, c'est officiel. C'est pour ça que je recommande, si vous voulez voir le nom INCI officiel, c'est mieux d'utiliser le glossaire, mais si c'est juste pour retrouver les substances, il faut mieux utiliser la base de données COSING. Donc, voici juste pour illustrer la base de données COSING. Alors, comme j'ai dit au début, la personne responsable doit évaluer chaque produit cosmétique fini et doit donc garantir la sécurité et le site d'information produit, c'est la manière de garantir la sécurité du produit. Et donc, le dossier d'information produit, ça reprend une description du produit, le rapport sur la sécurité des produits cosmétiques, la méthode de fabrication et déclaration de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, les épreuves de l'effet revendiqué, donc l'épreuve des claims. Et s'il y a les données relatives aux expérimentations animales relatives au développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires des pays tiers. Juste pour être clair, les tests sur animaux pour les produits cosmétiques finis sont interdits depuis 2004 et pour les ingrédients depuis 2009. Mais si vous avez des données avant cette date-là, vous pouvez les encore utiliser. Voilà, c'est juste un rappel de tous les éléments dans le dossier
le dossier d'information produit, donc en anglais c'est Product Information File, avec la description, le rapport de la sécurité, etc. Et aussi, le rapport de sécurité, c'est toutes les caractéristiques du produit et ses ingrédients. Les produits cosmétiques doivent être produits selon les bonnes pratiques de fabrication. Il n'y a pas de bonnes pratiques de fabrication spécifiques, mais si vous produisez selon la norme EN ISO 22716, il y a une présomption de conformité aux bonnes pratiques de fabrication. Il y a aussi des dispositions belges qui sont donc spécifiques pour la Belgique. Si vous produisez en Belgique, il faut déclarer votre activité tous les 2 ans. Et si vous utilisez des sous-produits animaux, il faut l'enregistrer tous les 5 ans. Voici une liste des informations obligatoires sur l'étiquette, comme le nom, l'adresse de la personne responsable, le pays d'origine des produits importés dans l'Union européenne, le contenu nominal, la date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, le numéro de lot, la fonction du produit et la liste des ingrédients. Il y a aussi des dispositions spécifiques pour les petits produits et les produits non préemballés dans le règlement cosmétique. Tous les produits cosmétiques doivent être notifiés avant mis sur le marché et c'est la personne responsable qui doit le faire dans un portail européen de CPMP, donc le Cosmetic Product Notification Portal. C'est un portail qui est centralisé, consultable par les autorités et les centres du poison. Donc, comme j'ai dit, c'est la personne responsable qui doit le notifier, mais si les étiquettes sont traduites par les distributeurs, c'est les distributeurs qui doivent compléter la notification. Et il faut le mise à jour. Voici une liste des obligations de la personne responsable. Donc, on a déjà parlé de la garantie de la sécurité du produit, la conformité avec le bonnes pratiques de fabrication, le dossier d'information produit. La personne responsable doit aussi faire des méthodes d'échantillonnage et des analyses des produits, la notification, la conformité avec les annexes. Si les ingrédients sont des nanomatériaux, il faut aussi le notifier. Donc, il y a aussi donc les détections animaux, comme j'ai dit, c'est aussi déjà interdit. Il faut aussi suivre les règles d'étiquetage. Il y a aussi certains critères, certaines règles pour les allégations. La personne responsable doit, si la public demande des informations, ils doivent aussi le fournir. Il y a aussi la cosmétovigilance, donc le suivi après la mise sur le marché. S'il y a des effets indésirables graves, il faut aussi le communiquer et le notifier. Et en cas de l'inspection ou de demande des autorités, il faut aussi collaborer avec les autorités. Donc, c'est un peu en bref tous les éléments du règlement cosmétique, mais comme vu le temps, j'ai pas pu approfondir dans tous les éléments. Le règlement cosmétique européen, c'est donc un règlement très strict. En fait, c'est le plus strict au niveau mondial. Vous pouvez aussi voir au début de la définition du produit cosmétique, c'est large. Il y a des ingrédients, il y a beaucoup des ingrédients limités. Donc, la personne responsable doit garantir la sécurité du produit. Et donc, il y a des exigences pour l'évaluation de sécurité et le dossier d'information produit reprend toutes les informations du produit et aussi très détaillé. En fait, la définition large du produit cosmétique met que
pour certains produits, ça peut considérer comme des produits cosmétiques en Europe, mais ça peut, par exemple, considérer comme des médicaments aux États-Unis. Par exemple, les produits solaires, ce sont considérés comme des produits cosmétiques en Europe, mais ce sont considérés comme des médicaments OTC, des over-the-counter produits médicaments aux États-Unis. Voilà, j'espère que avec ça, je termine ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Liting, pour cette très chouette présentation également qui est claire sur la réglementation. Alors, je vois que les questions commencent à arriver. Donc, il y avait une première question. Je pense que tant Frédéric que Liting peuvent y participer. Donc, c'est la question posée par Céline Girardon. Donc, quelles sont les étapes, la durée et le coût d'une procédure pour mettre un nouveau ingrédient sur le marché pour la cosmétique? Voilà. Alors, ça dépend en fait. Hein. C'est une réponse de Normand. C'est une réponse très difficile à apporter. La première étape, c'est en fonction de la quantité qui sera produite. Mais bon, quand on lance un nouvel ingrédient, on espère qu'il sera produit en une certaine quantité. C'est le faire enregistrer au niveau de REACH avec un scénario d'exposition cosmétique. Parce qu'en fait, l'objectif de REACH, hein, c'est l'évaluation de la sécurité de l'ingrédient avec une évaluation du risque. Donc, il va falloir faire évaluer le risque de l'ingrédient avec un scénario d'exposition cosmétique et pas un scénario d'exposition alimentaire. C'est très important parce que c'est pas du tout la même toxicologie. Ensuite, si c'est un des ingrédients qui est listé, il faut faire une demande pour le faire introduire dans une liste. Et dans ce contexte-là, d'autres analyses seront sans doute demandées par la Commission de l'Union européenne. Enfin, il faut savoir que les ingrédients utilisés en cosmétique sont en général doivent être d'une pureté garantie. Et donc pour ça, on utilise les critères et les normes de la pharmacopée. Donc il faut se renseigner au niveau de la pharmacopée sur les critères de pureté et obtenir une purification du produit. Voilà, donc ça, ce sont les étapes qui me semblent les plus principales. Maintenant, combien ça coûte? Eh bien, ça dépend des tests qui sont faits et du nombre de tests qu'il va falloir effectuer, en sachant qu'à l'heure actuelle, lancer un nouvel ingrédient est plus difficile que par le passé, puisqu'il n'y a plus de possibilité d'avoir recours à l'expérimentation, aux tests sur les animaux pour l'analyse toxicologique de l'ingrédient. Ça veut dire qu'il va falloir développer tout un panel de tests alternatifs qui existent, mais dont certains prennent relativement beaucoup de temps, notamment en ce qui concerne la toxicologie chronique, pour lesquels il n'y a pas encore d'alternative aux tests sur les animaux, et donc pour lesquels on est obligé soit d'utiliser des données anciennes, d'avant 2013, soit pour lesquels il faut lancer des batteries de tests qui prennent énormément de temps. Donc voilà, c'est une réponse de Normand, mais je ne peux pas répondre autrement. D'accord, merci. Mais c'est déjà des éléments de réponse qui permettront justement d'aller plus loin pour les participants intéressés. Ici, j'ai une deuxième question de Bruno Cornet du LIST, donc du Luxembourg. Donc, déjà, il nous remercie pour le workshop. Merci à vous. En tenant compte de votre expérience, l'industrie cosmétique préfère-t-elle les substances pures ou accepte-t-elle les mixtures cocktails? À nouveau, je vais avoir une réponse de Normand. Si on parle d'un ingrédient classique qui est un actif, eh bien oui, effectivement, la possibilité de fournir une substance pure est très importante. Et comme je le disais, on a les caractéristiques de la pharmacopée au niveau de la pureté des ingrédients. Maintenant, d'un autre côté, comme je le disais aussi dans ma présentation, certains ingrédients de formulation sont des mélanges. Quand un formulateur cosmétique achète un tensioactif pour formuler une émulsion, il n'achète pas la molécule de tensioactif, il achète un mélange de tensioactifs qui va lui donner une balance HLB qu'il aura calculée avant, afin d'être certain de savoir comment va tourner son émulsion, si c'est une émulsion huile dans l'eau ou eau dans l'huile, si c'est pour c'est pour créer des liposomes, des nanosomes, etc. Donc là, en fait, les deux sont tout à fait possibles. Et il existe d'ailleurs pas mal d'ingrédients
qui sont des ingrédients qui ont un objectif d'avoir une activité, donc derrière lequel se cache une allégation pour le produit cosmétique, et qui en général peuvent être effectivement des mélanges. Mais alors évidemment, pour pouvoir avoir la revendication, l'allégation qui va avec l'utilisation de cet ingrédient comme actif, il va falloir que le producteur de ce mélange, évidemment, explique dans quelles conditions est-ce que cet actif aura réellement l'activité qui va permettre la revendication. C'est-à-dire que pour pouvoir le vendre, il va falloir le tester dans un contexte d'une formule cadre qui permettra à l'industriel de savoir que s'il utilise une concentration de X% de ce mélange, il obtiendra telle propriété pour le produit fini qu'il pourra revendiquer de façon objectivée. Puisque, comme l'a dit Youtink, il est obligatoire d'objectiver les propriétés des cosmétiques et d'avoir les preuves de son efficacité dans le dossier d'information. Je ne sais pas si ça répond à la question. Voilà, donc Monsieur Cornette, si vous voulez avoir des précisions, n'hésitez pas à les demander donc, dans l'onglet questions. Alors voilà, c'était 2 petites questions donc, pour commencer à interagir avec nos participants. Nous allons passer maintenant à la présentation de Job Chumchua du Célabor qui va nous parler donc de l'extraction. Alors, le PowerPoint charge. Voilà. Donc, Job, je te laisse la parole. Merci pour ta participation. Je pense que ton micro est coupé. Les paramètres sont en bas de ton écran. Ah, bon, Job nous a quittés. Donc, en attendant qu'il se reconnecte, peut-être que nous allons prendre une autre question. Alors, donc, je vois dans les questions une question de nouveau Monsieur Cornette. Donc, la valorisation des side products, notamment agricoles, est intéressante. Qu'en est-il de la production en bioréacteur, culture phase liquide de cellules de plantes, voire via la levure, voire via bactéries? Alors, je pense que c'est une question qui aurait peut-être plus convenu à Job, justement. Je ne sais pas si, Pierre-Louis, tu as éventuellement un début de réponse. Bonjour. Alors, on me prend un peu en piège. Hein. Je pense qu'en effet, il faudrait mieux attendre des spécialistes comme Job pour répondre, parce que là, à ma connaissance, on part plus dans une méthode de production dans laquelle on va aller optimiser la production de certaines molécules. Donc, on est plus dans la production qu'une valorisation d'un coproduit qui est par définition issu d'un autre process de fabrication. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre plus que ça pour l'instant. D'accord. Mais donc, du coup, nous reviendrons à cette question plus tard. Et je propose qu'en attendant que Job se reconnecte avec Pierre-Louis, tu nous fasses ta présentation qui devait donc suivre celle de Job et qui donc, elle, traite du sourcing et des points d'attention. Donc voilà, Pierre-Louis, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes encore une fois. Voilà, un petit changement d'ordre. J'espère que ça complétera bien avec la présentation de Job qui devrait revenir par la suite. On a parlé de la réglementation dans la présentation précédente. On a parlé de l'intérêt pour ces secteurs à haute valeur ajoutée comme le cosmétique, justement de rechercher des alternatives. Et ici, dans le cadre de cette présentation, on va s'intéresser vraiment à l'amont de la réflexion, à l'amont de la filière et le sourcing en fait. Ou comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher ces coproduits et surtout à quoi faut-il être attentif à partir du moment où on cherche une valorisation chimique au départ de coproduits et d'autant plus dans des secteurs de pointe et très réglementés comme les cosmétiques par exemple. Donc, quelques généralités qui seront plutôt des pistes de réflexion que je vous invite à débattre par la suite dans l'onglet questions. Je reviendrai à une présentation de 2 exemples types qui vous démontrent les problématiques et les barrières à lever qui sont confrontées dans le cadre de projets de valorisation de coproduits. Donc, l'intérêt de valoriser des coproduits, c'est entre autres, et je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites avec la présentation de M. Warzé, c'est que au-delà d'une origine et une image naturelle qui peut être mise en avant, qui peuvent répondre à une demande des consommateurs, on se retrouve avec des alternatives intéressantes, par exemple à des produits conservateurs. Si c'est des coproduits issus de cultures alimentaires agricoles, on n'est pas en compétition directe.
et d'autant plus que ça peut devenir particulièrement intéressant parce que certains coproduits sont riches en molécules d'intérêt qui sont encore inexploitées au départ de ce coproduit-là. Ça peut être des molécules qui vont être utilisées comme actifs, ça c'est une des possibilités, mais comme l'a présenté M. Warzé, il y a aussi d'autres types de valorisation à partir de ces molécules-là qui peuvent découler de coproduits, et on a maintenant au niveau wallon des retours d'expérience assez intéressantes avec par exemple d'autres projets européens qui visent à valoriser plus dans une chimie de quantité ces coproduits, des coproduits issus de procédés agricoles. Alors, le gros avantage de baser son approvisionnement en matière première, ici ciblons donc une matière première destinée à aller extraire des molécules à haute valeur ajoutée, que ce soit des principes actifs ou d'autres alternatives. Un des gros avantages de baser son approvisionnement en matière première sur des coproduits, c'est avant tout le fait qu'on a de très fortes chances d'avoir accès à une matière première qui est peu coûteuse. Souvent, ces coproduits, l'entreprise ou l'industrie qui les génère doit les évacuer et donc peut être intéressée par les évacuer à coût zéro, voire éventuellement, dans le meilleur des cas, rémunérer l'acteur qui va venir lui évacuer ces coproduits-là pour se servir lui-même en matière première. Donc ça peut être un coût intéressant par rapport à une matière première de base qui peut déjà avoir une valeur plus ou moins conséquente dans le coût global de production du produit. Deuxième gros avantage, c'est qu'on ne doit pas se préoccuper de la logistique d'approvisionnement, je veux dire, du champ ou de la forêt jusqu'au stock de coproduits, parce que toute cette logistique est déjà réalisée autour en fait du principal produit qui va être transformé. Imaginons par exemple la valorisation de molécules qu'on peut retrouver dans des épluchures de fruits et légumes. Et bien, ces fruits et légumes-là sont déjà transportés jusqu'à l'unité qui va se charger de les conditionner et qui va générer elle-même ces épluchures. Donc, on n'a pas ces problèmes de logistique et d'approvisionnement. En fait, si vous voulez, les principaux hubs et les principaux gisements seront situés au départ des industries qui, au travers de leur process, vont générer des coproduits. Ou alors, au départ, des parcelles qui vont générer des coproduits via, par exemple, des opérations d'entretien, comme on va pouvoir le voir par la suite. Alors, très brièvement aussi, quels sont les gros points d'attention qu'on peut pouvoir mettre en avant à ce niveau-ci. Quand on va servir de coproduits comme matière première pour l'extraction de molécules d'intérêt, mais il faut se poser de la question de l'homogénéité de composition et de qualité de ces coproduits dans le temps. Est-ce qu'au sein d'une même année, on va avoir des variations de qualité et de quantité? Est-ce qu'on va avoir des variations de composition? Est-ce que, par exemple, des coproduits issus d'un procédé qui a lieu en hiver amènent des propriétés chimiques différentes des coproduits issus d'un procédé de transformation qui a lieu en été? Ça découle aussi sur la second point d'attention, quelle est la disponibilité au long de l'année de ces produits-là? Est-ce qu'on a affaire à des coproduits qui sont générés une fois pendant une certaine quantité, quelques semaines ou quelques mois par an, ou est-ce qu'ils sont issus d'une industrie ou d'un procédé qui va en générer tout au long de l'année? Troisième point d'intérêt, quid de la traçabilité? Quand on parle par exemple de production alimentaire, on peut avoir une traçabilité presque jusqu'à la parcelle au niveau du champ. À partir du moment où on travaille des coproduits, d'autant plus des coproduits qui à la base ne sont pas issus d'industrie alimentaire, vont pouvoir se poser ces questions de traçabilité et éventuellement de durabilité d'approvisionnement. Point d'attention qu'il convient de bien veiller à lever dès le début des réflexions à ce niveau-là. Un gros point aussi, c'est tout ce qui concerne la réglementation autour de l'utilisation de ces matières premières. On a eu de nombreux exemples dans l'exposé précédent. Il faut savoir que quand on va se baser de coproduits, imaginons coproduit d'une épluchure de pommes, c'est pas la même chose qu'un coproduit directement issu de la pomme. J'aurai d'autres exemples par la suite dans la présentation. Et cette réglementation-là peut venir amener des barrières supplémentaires à la valorisation du coproduit, même si ce coproduit à la base semble contenir des taux de matière, de molécules extractibles assez intéressants. Dernier point qu'on peut aussi citer, c'est est-ce que la valorisation qu'on souhaite faire, donc ici via l'extraction de molécules d'intérêt, est compatible avec le procédé industriel, appelons ça comme ça, le procédé industriel de transformation de la matière première de base qui va générer ce coproduit. Est-ce qu'on n'a pas une dégradation via ce procédé de transformation du coproduit? Imaginons par exemple, je reprends l'exemple de pelures de légumes ou de fruits. On peut s'imaginer que dans ces pelures-là fraîches, on peut trouver des molécules intéressantes. Par contre, si le coproduit est issu, par exemple, après un procédé de cuisson au sein d'une industrie agroalimentaire, il n'est pas certain que ces pelures coproduits contiennent les mêmes propriétés et donc soient aussi valorisables que les produits en amont de process.
Alors, je vous propose, pour illustrer tout ça, de passer au travers 2 exemples de cas. Le premier, c'est le projet AgriWest-Value sous le chapeau duquel est organisé ce workshop. Donc, comme l'a présenté ma collègue, un des objectifs de ce projet-là, c'est donc valoriser des résidus agricoles, et on s'est très rapidement orienté vers un type de résidus en particulier, qui étaient les résidus de taille de pommiers, poiriers et vignes, et valoriser comment? Via l'extraction de composés bioactifs destinés au secteur cosmétique et également au secteur nutraceutique. Donc là, on voit déjà que par rapport au scope général de produits et coproduits agricoles, on a déjà dû cibler parce que sinon c'était très très vaste. Vous allez voir que même en ciblant là-dessus, on relève toute une série de points d'attention qui ont été précédemment présentés. Alors, pourquoi s'intéresser à ce type de coproduit-là? Au départ, on part du constat que les vergers, donc pommiers, poiriers, mais aussi les vignobles, doivent être entretenus, taillés tous les ans. Donc, il y a une taille annuelle, soit une taille d'entretien, soit une taille de conformation qui vise à redonner une forme bien particulière à l'arbre ou au plant de vigne. Or, ces résidus de taille ou d'élagage sont actuellement pas du tout valorisés ou très mal valorisés, ou mieux, ils sont laissés en champ, ou parfois ils sont même simplement regroupés en andins et incinérés sur place pour éviter la propagation de maladies. Dans quelques rares cas, ils peuvent être transformés en combustible, mais ça reste encore très anecdotique. Donc, un des objectifs du projet AgriWest-Value, c'est justement de pouvoir aller extraire au départ de ces résidus de taille des molécules d'intérêt destinées à des secteurs comme le cosmétique et le nutraceutique. Donc ici, l'intérêt, mais qui est aussi un avantage et un éventuel frein, c'est qu'on va directement approvisionner nos procédés au départ de ces coproduits de taille qui sont directement générés dans les vergers et dans les vignobles concernés. Alors, par rapport aux points d'attention que j'ai pu présenter précédemment, on voit ici déjà toute une série d'exemples qu'il convient de bien identifier dès le début pour assurer le succès d'un tel projet. La question première de la disponibilité temporelle de ces résidus. Il faut savoir que dans le cas de ces tailles d'entretien et d'élagage, ces arbres-là et ces plants de vigne sont taillés et entretenus à une période spécifique de l'année. Ça ne couvre que quelques mois, en général de novembre à mars, du plus tôt ou plus tard, avec des légères fluctuations de période en fonction des ans et du climat. Mais voilà, ces résidus sont générés à ce moment-là, et donc ils sont disponibles à l'état le plus frais possible, uniquement pendant cette période de l'année. Au-delà de la disponibilité temporelle, on peut aussi se poser la question de la disponibilité physique. Donc, comment est-ce que sont regroupés ce type de résidus-là? Je reviens à l'exemple de résidus d'une industrie agroalimentaire, mais tout est concentré, au sein, par exemple, d'une même benne. Donc, on pourrait très bien imaginer venir simplement se servir, rechercher ces résidus-là qui sont déjà centralisés dans un conteneur. Ici, dans le cas de résidus de taille des vignes, eh bien non, ils sont disponibles pour l'instant à même le sol. Je ne sais pas si vous voyez très bien au sein de l'illustration, mais ça démontre bien qu'au pied de ces poiriers et entre les rangs, les résidus sont là tels quels, et actuellement, les exploitants et fruticulteurs n'ont pas intérêt à regrouper ces résidus-là. Donc là, si on veut pouvoir avoir accès à ce type de résidus, il faut mettre en place des techniques de récolte. Il existe des procédés de récolte mécanisés qui permettent de centraliser tout ça. On a déjà une question d'accès physique à cette ressource-là qui, même si elle est disponible gratuitement pour une valorisation, ça va engendrer des coûts d'aller la chercher et la mobiliser. Si vous voulez. On peut aussi se poser la question des conditions de conservation. Donc ces plants et ces arbres sont taillés de novembre à mars. Ces résidus-là sont laissés à même le sol, ils sont soumis aux intempéries. Il faut évaluer l'éventuel impact de cette dégradation naturelle de ces coproduits-là sur les molécules qu'on va pouvoir souhaiter aller rechercher là-dedans. Donc ça nécessite aussi des questions d'optimisation. Est-ce qu'il faut absolument récolter ces coproduits directement après la taille, ou est-ce qu'on peut se permettre de les laisser sur place un certain temps, qu'on va quand même aller y retrouver des molécules d'intérêt. Donc vous voyez toute une série d'exemples déjà pratico-pratiques. Au-delà de ces exigences pratico-pratiques, interviennent les aspects réglementaires. Donc ici, on se base sur des pommiers, des poiriers et des vignes, mais il ne s'agit pas de valoriser, d'aller sortir des molécules au départ de pommes, poires ou des raisins, mais ici vraiment de résidus de taille. Donc on parle bien de bois et ou d'écorce qui entourent ce bois-là. Et donc du coup, on n'est pas dans un même type de matière première que si on partait de pommes, poiriers ou raisins. Et donc on doit vraiment veiller à aussi déjà respecter les réglementations en vigueur, en sachant qu'à moins de découvrir une molécule miracle dans ces résidus-là, il y a de fortes chances de développer une filière, peu de chances de succès de développer une filière si on n'est pas déjà en adéquation avec les réglementations relatives aux ingrédients, que ce soit pour le cosmétique ou pour un usage nutraceutique.
Un deuxième exemple qui nous occupe ici dans un contexte plutôt vraiment wallo-wallon, ce sont les extractifs forestiers, à savoir donc les possibilités de valorisation des coproduits de l'industrie de transformation du bois, hein, typiquement on va dire les scieries, qui génèrent différents coproduits dont les écorces, et dans ces écorces on va aller chercher à extraire des molécules d'intérêt. Là aussi on a des gros avantages parce que ces coproduits-là, écorces, sont centralisés autour des scieries, des grosses scieries industrielles. Donc, on a déjà des gisements qui sont intéressants en termes de quantité et en termes de disponibilité parce qu'ils sont présents tout au long de l'année. L'activité de la scierie est continue tout au long de l'année, donc ça va générer des écorces tout au long de l'année. Or, on sait d'après la littérature qu'on a des taux d'extrait et des types d'extraits assez prometteurs dans ce type d'écorce-là, majoritairement de la famille des tannins ou des polyphénols, avec toutes les propriétés, par exemple, antioxydants pour les polyphénols, qui les rendent particulièrement intéressants à une valorisation. Donc, un potentiel très intéressant, mais aussi des contraintes qu'il convient de bien intégrer dès le début d'un procédé de valorisation, c'est qu'on se retrouve d'un côté avec le secteur amont qui va produire ses coproduits, donc le secteur de l'industrie du bois, qui a des habitudes de fonctionnement, d'approvisionnement et des process de production qui ne sont pas forcément compatibles avec les standards de l'industrie de la chimie fine, comme par exemple l'industrie cosmétique, pour ce qui est de la matière première qu'on va utiliser. Donc il faut veiller à trouver un juste milieu pour que ces écorces qui sont générées en grande quantité par ces acteurs-là puissent être utilisées dans d'autres secteurs de la filière, comme par exemple l'utilisation cosmétique. Se pose aussi la question de l'homogénéité de ces connexes en écorce. Ça peut être relativement simple si on parle d'écorce d'épicéa, mais par exemple les grandes scieries de résineux en Wallonie, si de l'épicéa, mais aussi d'autres essences, du Douglas, un peu de mélèze, ces écorces risquent de se retrouver mélangées, et ça peut poser non seulement des problèmes en termes d'extraction et de procédés d'extraction à mettre en place, mais aussi en termes de définition du type et de composition de matières premières sur lequel on va baser le procédé d'extraction. Les questions d'origine et de traçabilité ne sont pas forcément directement compatibles avec des exigences d'un secteur comme le cosmétique. Au niveau forestier, les exigences d'origine et de traçabilité, c'est principalement des exigences de durabilité, donc à savoir est-ce que le bois dont sont in fine issues ces écorces sont issus de forêts gérées de manière durable, type labellisé FSC ou PEFC, mais ce type de suivi dans l'industrie amont qui va générer ces écorces n'est pas forcément compatible avec les exigences d'origine et de traçabilité d'un secteur comme le cosmétique. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça nécessite aussi d'être pris en compte dès le début des projets de valorisation qui visent ce type de valorisation via l'extraction de molécules. On revient enfin, in fine, sur les mêmes problématiques possibles de réglementation, tant en termes d'utilisation d'ingrédients cosmétiques ou d'aliments pour une valorisation nutraceutique, et quand on se base sur ce type de matières premières-là, ne sont pas forcément directement compatibles avec la législation existante, et à savoir si ça vaut la peine d'aller entamer toutes les démarches pour justement introduire un nouvel ingrédient, ou si au contraire, on peut déjà éliminer certaines options en se basant uniquement sur ce qui est valorisé. Donc voilà pour un bref aperçu de toute une série de contraintes et de points d'attention qu'il convient de bien identifier et auxquels il faut vraiment s'intéresser dès le début du projet. Donc, on pourrait en conclure en disant que ces coproduits issus d'industries et de matières déjà existantes présentent toute une série d'opportunités, que ce soit en termes de logistique, que ce soit en termes de quantité de molécules potentiellement intéressantes, donc toute une série d'opportunités qui méritent de s'y intéresser à des possibilités de valorisation. Évidemment, pour les meilleurs du succès du développement d'une filière ou de l'amélioration d'une filière, c'est très important d'identifier dès les premières étapes d'une réflexion ou d'un projet les éventuelles barrières qu'il va falloir lever et aussi évaluer la faisabilité. Est-ce que c'est techniquement faisable de dévier ce type de coproduit pour cette exploitation-là? Est-ce que c'est économiquement intéressant d'aller chercher ces molécules d'intérêt dans ce type de matière-là? Est-ce que ça vaut la peine d'entamer toute une longue procédure, par exemple, d'autorisation au niveau réglementaire par rapport aux alternatives, par exemple, qu'on peut trouver dans ce type de matière? Enfin, j'aurais vraiment, par une recommandation, c'est destiné à tous les porteurs de projets dans des projets futurs de valorisation de coproduits. Je recommande vraiment de s'entourer au sein de ces projets collaboratifs de partenaires tant issus des filières concernées en amont qu'en aval, pour justement pouvoir identifier dès le début ces éventuels freins, voir les points d'achoppement, mais aussi les possibilités de déblocage rapide, les quick wins à mettre en place, pour éviter justement d'avancer tête baissée dans son projet ou son idée avant de se rendre compte que par rapport à l'autre filière également impliquée dans ces projets de valorisation via l'extraction, on se retrouve complètement bloqué. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Et je suis bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions. Merci Pierre-Louis pour ta présentation et la reprise au pied levé pour remplacer Job. Je vois que Job nous a rejoint. Job, est-ce que ton micro fonctionne? Je pense que oui, vous m'entendez? Oui, je pense que tu peux parler un peu plus fort. Moi, j'entends pas très bien, mais ça devrait aller. Donc, merci. Merci à toi. Donc, je vais lancer ta présentation et donc, je te laisse la parole. Pour les participants, n'oubliez pas que vous pouvez vous poser vos questions. Donc, si vous en avez au niveau du sourcing, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas à poser celles qui viendront à l'esprit lors de cette présentation. Voilà, Job, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup à Pierre-Louis d'avoir pris le relais. Donc, ici, je vais présenter un peu dans le cadre du projet AgriWest Value ce que nous avons commencé à obtenir comme ingrédients bioactifs. Donc, déjà pour commencer, un mot sur AgriWest Value pour compléter un peu voilà, ce que mes collègues ont dit tout à l'heure. Il s'agit d'un projet, on a vu tout à l'heure, où 5 pays, 9 partenaires ou 10 partenaires des 5 pays de la région Nord-Ouest Europe participent. Nous sommes en plein milieu de projet. Il a commencé en octobre 2018 et se terminera en octobre de l'année prochaine. Donc, ce schéma ici décrit un peu le contexte de l'économie circulaire sur lequel nous travaillons. Le CELABOR intervient à la deuxième étape, c'est-à-dire qu'il y a déjà la collecte en amont de toute cette taille qu'on va voir tout à l'heure là, et puis nous nous occupons des extraits bioactifs, donc de l'extraction des bioactifs à partir de ces tailles de résidus, voilà, de ces résidus agricoles. Puis nos extraits nous avons 2 applications visées, le secteur de la cosmétique et de la nutraceutique, peuvent aller soit directement ou alors passer par une modification primo-enzymatique. Les drèches qui restent à côté de ce qui a été extrait sont envoyées chez d'autres partenaires qui, eux, s'occupent de la production de biogaz et de biosolvants. Et tout ce qui va rester de cette production de biogaz et biosolvants-là va vers d'autres partenaires encore qui s'occupent des fertilisants. Et ces fertilisants sont encore appliqués dans l'agriculture et la boucle est bouclée. Donc, ça, c'est un peu ce qui est du contexte. Chez CELABOR, nous avons, voici un peu l'approche globale que nous appliquons dans le cadre de ce projet. Après la collecte et le séchage des résidus, séchage et broyage des résidus agricoles, nous développons des procédés d'extraction verts pour extraire les bioactifs des molécules. Après cette extraction, nous avons ce que nous appelons le post-traitement en fait des extraits. Il s'agit ici de tout ce qui est séchage et parfois des concentrations pour enrichir les extraits en composés, en fort pourcentage de composés bioactifs. Et à côté de cela, nous procédons à l'évaluation des propriétés biologiques dans les domaines notamment qui peuvent s'appliquer dans la cosmétique et la nutraceutique. Et très important également, la quantification des métabolites bioactifs que nous avons dans ces extraits. Au jour d'aujourd'hui, 26 variétés ont été collectées dans le cadre de AgriWest Value. Donc, comme mon collègue Pierre-Louis Bombec a dit tout à l'heure, il s'agit bien des tailles. Ici, les fruits, c'est juste pour illustrer les arbres, mais ce sont des tailles, les sarments qui sont découpés et laissés sur champ. Donc, il y a 11 variétés de sarments de vignes, 10 de pommiers et 5 de poiriers qui ont été collectés et étudiés à ce jour chez CELABOR. Donc, qui dit bioactif dit principalement, voilà, méthode d'extraction conduisant à obtenir ces bioactifs-là. Ici, vous voyez sur la droite 3 méthodes d'extraction qui ont été le plus utilisées dans le cadre de ce projet à ce jour. Donc, il y a la macération classique et puis il y a 2 autres méthodes que nous avons utilisées qui sont des approches respectueuses de l'environnement, notamment l'extraction par solvant pressurisé et l'extraction assistée par les ultrasons.
Les résultats que nous allons vous montrer ici sont dans un premier temps ce qu'on a obtenu grâce à l'extraction par solvant pressurisé. Comme vous le voyez, c'est une méthode assez rapide, hein, c'est 10 minutes. L'avantage étant qu'on utilise une haute température et pression pour favoriser ici l'obtention des extraits de façon rapide. Une large gamme de solvants a été utilisée juste pour avoir ici vraiment un screening des extraits, c'est-à-dire que on augmente les possibilités d'obtenir des bioactifs de différentes polarités. C'est pour ça que l'hexane, l'acétate d'éthyle, l'éthanol et l'eau ont été utilisés. Bon, les extraits à l'hexane ne seront pas présentés parce que ça n'a pas produit des résultats concluants, mais pour les 3 autres solvants, nous verrons quelques résultats préliminaires ici. Dans le cas du poirier, le premier schéma ici nous montre le taux de phénols totaux qu'on observe dans les extraits de poirier. Si vous voyez le premier tableau, il est divisé en 3, les extraits à l'eau et puis les extraits à l'éthanol 70% et les extraits à l'acétate d'éthyle. Donc, il est évident ici que les extraits à l'eau et les extraits à l'éthanol 70% présente une quantité assez considérable de polyphénols totaux, hein, suivant ce système de test, tandis que les extraits à l'acétate d'éthyle de taille de poirier ici contiennent une plus faible quantité de polyphénol. Donc, nous avons ces résultats pour ce qui est des polyphénols et à côté, les 2 autres schémas montrent 2 systèmes de tests que nous avons utilisés pour tester les activités de ces extraits. Et nous constatons également que les activités des extraits à l'eau et à l'éthanol 70% sont beaucoup plus importantes que les activités des extraits à l'acétate d'éthyle, qui dans le cas des poiriers ici est vraiment faible. Donc voilà une première grosse observation dans AgriWest Value de ce que nous avons vu pour les tailles de poiriers. Quelques résultats aussi pour les sarments de vignes. Dans les sarments de vignes, cette fois-ci, les extraits à l'acétate d'éthyle sont plutôt, ont plutôt des taux de polyphénols pour le premier schéma assez important. Donc, nous sommes en train d'observer en laboratoire, les actifs ici sont assez sélectifs. L'acétate d'éthyle est assez sélectif des actifs contenus dans les tailles ou les sarments de vignes. L'extrait à l'éthanol 70% également contient un taux considérable de polyphénol, contrairement à l'eau. L'eau est non négligeable, mais ici, il a une moindre concentration en polyphénol. Quand nous allons au niveau de leurs activités, donc par les 2 autres schémas, nous constatons que l'extrait à l'éthanol 70% est vraiment cet extrait-là qui, de façon consistante sur les 2 systèmes de test, va rester avec des activités biologiques assez élevées. Pour la 3e espèce qui est ici les pommiers, qu'est-ce que nous observons dans les pommiers? Nous observons ici que les extraits à l'eau sont également un contenu en polyphénol moins élevé. Mais en général, ces extraits ici, ils sont tous supérieurs à 100 mg équivalent d'acide gallique par gramme. Hein. C'est ce qui est utilisé comme système de test ici. En général, c'est ça, mais les extraits vraiment avec un fort intérêt et qui restent non variables entre espèces ici, entre variétés ici, si vous le voyez bien, c'est l'extrait à l'éthanol 70%. Donc ici, c'est cet extrait qui commence à vraiment attirer notre attention. Et on le voit ici sur les activités antioxydantes, que cet extrait à l'éthanol 70% là présente également une activité assez intéressante. Sur chaque variété différente, sur chaque variété, on a plus ou moins la même répétition en comparaison aux extraits à l'eau qui eux aussi semblent intéressants, mais d'activité un peu plus faible. Donc,
Dans le cadre d'Agri-West Value, on a, pour l'instant, on s'est focalisé sur cet extrait à l'éthanol 70% là, pour aller voir quels sont les métabolites à l'intérieur qui permettent d'avoir ces activités. Et pour ce faire, nous avons utilisé un système UPLC MSMS, qui est un système assez rapide, sensible et robuste que nous avons ici chez Celabor. Et nous avons utilisé, suivant la littérature, une autre base de données, 25 polyphénol standard, que nous attendons plus ou moins dans ces résidus agricoles ici. Et voilà, nous allons vous présenter l'exemple de ce que nous avons obtenu pour les pommiers. Nous constatons pour les pommiers une forte concentration de la molécule appelée florizine. Si vous voyez ici, la florizine est supérieure à 15% dans la plupart des variétés, à part cette variété Estella où elle est un peu plus faible, autour de 8%. Et c'est de loin la molécule majoritaire dans toutes les variétés de pommiers ici. La deuxième qui vient est la vicularine, mais la vicularine est vraiment autour de 1%. Donc, cette molécule a attiré directement notre intérêt parce que, voilà, elle a un très fort pourcentage. Et en vérifiant également dans la littérature, on se rend compte qu'il s'agit d'une molécule déjà utilisée dans le monde de la cosmétique, mais provenant d'autres parties des pommiers. Donc ici, c'est une bonne nouvelle. On est voilà, l'un des premiers projets qui extrait vraiment cette molécule intéressante aussi dans les tailles, dans la partie des tailles qui est un autre déchet. Et également, une variété de un dérivé de cette molécule est utilisé aujourd'hui comme colorant dans le domaine de l'agroalimentaire. Ce travail a été fait comme ça sur les trois espèces et en ce moment du projet, nous pouvons conclure que la floridine est la molécule majoritaire que nous observons dans le poirier avec une concentration de 10 à 15%. Et l'avantage ici, c'est qu'il y a très peu de variations entre les variétés. Donc, du coup, ça fait qu'on peut, pour une extraction à plus haute échelle, faire un mélange de tout ce qu'on obtient comme variété finalement de pommiers. Nous avons, pour ce qui est des tailles de vignes, suivi plus ou moins le même procédé. Nous voyons que le resveratrol et la viniférine sont les molécules majoritaires, mais ici, les différences entre les variétés sont beaucoup plus importantes. Et pour le moment, c'est le poirier qui présente vraiment, c'est les tailles de poirier qui présentent des taux de polyphénol un peu plus bas, ils sont autour de 1%. Avec pour molécules majoritaires la catéchine, l'épicatéchine et surtout l'acide chlorogénique. Parmi les trois méthodes d'extraction qui ont été testées dans les tests préliminaires, notre méthode par défaut qui était l'extraction par solvant pressurisé est vraiment celle qui donne un fort rendement d'extraction, un rendement d'extraction beaucoup plus important. Mais pour ce qui est des activités, on n'a pas noté d'activité significative entre les trois techniques d'extraction. Donc, les trois types d'extraits donnaient des activités similaires. Donc, les pommiers étant pour le moment ce sur quoi nous avons poussé notre développement, nous sommes allés chercher à l'étudier à plusieurs échelles parce que les résultats que vous voyez là, que vous avez vus sont des résultats à l'échelle laboratoire qui sont des résultats obtenus à moins de 20 grammes. Donc, maintenant, l'idée était de savoir quand nous montons avec des quantités, parce que l'objectif est de faire une production industrielle plus tard, est-ce que les résultats sont les mêmes et quelles sont les techniques qui peuvent être appliquées. Ici, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on a eu deux blocages. Déjà, le premier est que les techniques d'extraction beaucoup plus vertes qui peuvent être utilisées ici présentent un blocage direct qui est celui de la réglementation Novel Food pour le cas de l'application dans le domaine agroalimentaire. Donc ici, nous sommes en pleine discussion avec les partenaires industriels pour voir aussi comment
gérer cette limitation. Ici, pour l'instant, ce qui a été utilisé est la macération classique pour faire cette extraction à l'échelle semi-pilote là. Et c'est une macération, c'est une technique qu'on peut retrouver facilement en industrie. C'est une technique, c'est la technique vraiment la plus répandue. Donc, ce qui a été utilisé pour produire nos extraits pour l'instant. Donc, nous allons voir là les premiers résultats que nous obtenons à l'échelle de 20 grammes, 200 grammes et 4500 grammes. Donc, à l'échelle de 20 grammes, nous observons un rendement d'extraction de 5%. Lorsque nous montons dans l'échelle, la bonne nouvelle est que le rendement d'extraction aussi augmente. On est à 11%. Et à l'échelle semi-pilote, nous sommes à 13,2%. Non seulement le rendement d'extraction augmente, mais nous avons constaté aussi que la concentration en fluorescine augmente. Au départ, on était à 15%, autour de 15% pour l'échelle laboratoire, et à l'échelle pilote, nous sommes autour de 20%. Donc, on a un extrait à l'échelle pilote qui est beaucoup plus concentré en fluorescine. Ceci était très intéressant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons également des techniques de post-traitement où lorsque nous avons des molécules intéressantes, comme le cas de la fluorescine ici ou d'autres polyphénols, on peut, chez Celabor, développer des outils où on peut augmenter la concentration de ces polyphénols-là. Dans le cas de des tailles de pommier ici, nous avons utilisé une méthode d'absorption. Nous avons utilisé une résine absorbante pour essayer de produire un extrait beaucoup plus concentré. Donc, l'extrait initial qui était de 20% passe par une colonne de résine absorbante avec des paramètres que nous avons étudiés. Ce que nous avons pu obtenir en ce moment est un extrait enrichi à 49% en fluorescine. Et sachant que dans les 49%, toute la fluorescine de départ, de l'extrait de départ a été récupérée, donc nous n'avons aucune perte de fluorescine. C'est tout ce qui est autre molécule ou autre impureté qui ne nous intéresse pas, qui a pu être vraiment débarrassé de notre molécule principale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons deux extraits. Nous avons un extrait initial qui est de 20% concentré à 20% de fluorescine, et nous avons un extrait enrichi qui contient 49% de fluorescine. C'est une bonne chose, mais il vaut mieux aussi caractériser après derrière, c'est-à-dire est-ce que c'est parce que l'extrait est plus concentré en fluorescine qu'il est forcément plus actif et alors donc plus intéressant. Ça, on va aller le tester et on voit qu'effectivement, le taux de phénol totaux contenu dans l'extrait enrichi passe de 160 à l'extrait initial à 385. Pour ce qui est de l'activité antioxydante, sur le premier type de test DPPH, on passe de 41 mg équivalent d'acide gallique par gramme à 75 mg équivalent d'acide gallique par gramme. Et pour ce qui est du deuxième système de test, on passe de 0,1 millimolaire équivalent de fer 2 par gramme à 1,25. Donc, vous voyez que là, il y a une multiplication plus ou moins de facteur 2 pour toutes les caractéristiques de cet extrait-là. Donc, l'extrait enrichi obtenu est vraiment beaucoup plus intéressant. Tout ceci, évidemment, est en train d'être étudié aussi. On fait des études, les analyses économiques et environnementales et avec d'autres partenaires pour bien s'assurer que tout ce procédé est économiquement viable. Là, sur la photo en bas, vous avez juste une idée un peu des couleurs de l'extrait initial et l'extrait enrichi après la résine absorbante. Donc, pardon. Alors, j'espère que je n'ai pas été... Vous m'entendez? Voilà, c'est bon. Vous m'entendez toujours là? OK. Donc, ici, quelles sont les activités en cours en ce moment? Cette extraction semi-pilote qui a été effectuée sur les tailles de pommiers, nous le faisons également en ce moment sur les sarments de vignes.
et sur les poiriers également, l'objectif étant de pouvoir obtenir également ces bioactifs des deux autres matières premières. Les tests qui sont en train d'être développés fortement au laboratoire en ce moment également sont les tests anti-âge pour le domaine de la cosmétique, parce que ça c'est très intéressant, on commence à avoir des résultats intéressants là-dedans sur les tests sur les activités anti-âge et les activités antimicrobiennes ici chez Celabor. Et également, nous sommes en discussion avec les partenaires industriels du projet pour tout ce qui est piste de valorisation. Okay. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que les résidus agricoles de pommiers, poiriers et vignes représentent une source prometteuse d'ingrédients cosmétiques et nutraceutiques. Les technologies respectueuses de l'environnement permettent d'extraire ces ingrédients. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, la réglementation Novel Food reste une étape limitante dans l'exploitation des résultats obtenus par ces nouvelles technologies-là. Donc, tout ceci et de nouveaux résultats vous seront développés pour ceux qui sont intéressés dans un workshop que le Celabor organisera également au mois de mai dans la continuité du projet Agri-West Value. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Merci Job pour ta présentation. Alors, je vois qu'il y a une question par rapport à celle-ci. Je l'affiche sur l'écran, donc elle doit apparaître donc sur votre écran. Donc, c'est une question de Sarah Kreitz. Je suis désolée si j'écorche le nom de famille. Y a-t-il des freins réglementaires en cosmétique et en nutraceutique pour l'utilisation d'un extrait aussi riche en éthanol, je ne sais pas trop lire cette formulation chimique. La purification sur résine est-elle autorisée pour les deux secteurs? Merci. Donc, je pense que ça va être une réponse croisée entre Job et les orateurs de d'éthique. Voilà. Qui commence? Il s'agit des réglementations, donc si vous pouvez répondre, ça nous aide aussi à mieux comprendre tout ça, parce qu'on est en interaction dans les discussions. Voilà, en ce qui concerne la nutraceutique, je ne peux pas répondre, puisque ce n'est pas du tout mon secteur d'activité. Par contre, est-ce qu'il y a des freins réglementaires en cosmétique pour l'utilisation d'un extrait aussi riche? Il faudrait d'abord vérifier si, effectivement, il s'agit d'une annexe avec si la substance est présente dans une annexe avec une concentration maximale, et dans ce contexte-là, voilà, il faudra tout simplement s'arranger pour que la concentration dans le produit fini corresponde tout simplement à ce qui est autorisé. Par contre, pour le reste, il n'y a pas d'interdiction quelconque, ni de limitation en termes de purification, en termes de concentration d'extrait, tant que c'est enregistré dans REACH, en l'état, avec un scénario d'exposition cosmétique. C'est la seule exigence qui est une exigence tout simplement de sécurité réglementaire. Donc l'objectif, c'est la protection de la sécurité du consommateur, in fine. Et donc voilà, il y a l'enregistrement dans REACH de la substance et effectivement son évaluation de sécurité. Mais c'est tout. Ok, donc oui, effectivement, nous avons constaté en discutant avec les partenaires industriels que pour ce qui est des procédés, les limitations qu'on avait étaient beaucoup plus dans le domaine de la nutraceutique, pour ce qui est des procédés. Maintenant, pour ce qui est des molécules purifiées ou alors des extraits fortement concentrés comme ça, quant à la fluoridine, il y a déjà des revendications. C'est pas Agri-West Value n'est pas on n'a pas fait la découverte de la fluoridine concentrée, non. On a fait la découverte peut-être d'une nouvelle source en fait de production de cette molécule. Il y a déjà d'autres dans le secteur de la cosmétique qui ont commencé à commercialiser en mettant ça dans leurs produits. Mais ils ont obtenu ça d'autres sources, d'autres parties de la plante, quoi. Oui, en fait, comme je disais, il y a REACH pour l'ingrédient, puis il y a aussi l'évaluation de sécurité du produit fini, dans ce qu'on appelle le Product Information File.
Et l'utilisation de la substance doit être absolument sûre pour le consommateur. Mais c'est la seule limite. Et évidemment, il y a quand même les critères de pureté de la pharmacopée. Donc, Et donc, il y a plusieurs choses auxquelles faire attention de toute façon, et tout est répertorié comme vous l'avez expliqué et répété. Alors, voilà, donc j'ai de nouveau une question de Sarah. La réglementation autorise-t-elle d'autres techniques de macération plus vertes, par exemple les micro-ondes? Pour les cosmétiques, il n'y a aucun problème. Là, il faut, oui, comme je disais tantôt, pour ce qui est des procédés, la réglementation des cosmétiques ne nous a pas limités. La réglementation des nutracéutiques limite pour tout ce qui est technique développée après 1997. Voilà, si je ne me trompe pas. Oui, d'accord, merci pour cette précision. Alors, il y avait une question de Monsieur Cornet tout à l'heure que nous avons commencé, mais que nous n'avons pas terminé. Donc, celle-là, je pense que Job, tu pourras y répondre. Donc, malheureusement, je ne pense pas que je puisse de nouveau l'afficher, mais donc c'est donc la valorisation des side products, notamment agricoles, est intéressante. Mais qu'en est-il de la production en bioréacteur? Culture phase liquide de cellules de plantes, voire via levure, voire via bactéries. Donc, ouais. Oui, il s'agit d'une autre façon de produire des ingrédients et des actifs qui, nous, ici, chez Célabor, nous développons principalement les secteurs des résidus, la biomasse, comme on appelle, donc tout ce qui est résidus agricoles et agroforesterie. Mais les autres secteurs, oui, il s'agit d'autres secteurs qui sont développés et qui sont certainement intéressants parce que également lorsqu'ils font la culture, on peut déjà parfois optimiser à partir du départ quelle est la molécule cible qu'on veut que l'organisme produise. Donc ça aussi, ça a un intérêt, c'est des domaines intéressants. Oui, dans le même ordre d'idée, pour compléter, ici la question parle de bioréacteurs. Mais il y a une entreprise active en France qui s'appelle Plant Advanced Technology, PAT, dont justement le business core est la production de molécules intéressantes via justement un type de culture, principalement, je pense, de la culture hydroponique de certains types de plantes pour aller en chercher, par exemple, via les racines, des molécules bien particulières. Donc là aussi, ça rejoint mon premier élément de réponse qui est ici, c'est une autre catégorie où on va vraiment dédier la production et tout l'itinéraire de croissance agricole de la plante pour aller booster cette production de molécules, qui n'est pas la même chose que d'aller chercher quelque chose dans des coproduits qui sont générés indépendamment d'un projet de valorisation, qui sont de toute façon générés d'une certaine manière par l'industrie qui les génère par défaut. Oui, Pierre, lui, avec ça, oui, pendant que tu parles, je me rends compte, effectivement, c'est très intéressant ce qu'ils font, mais c'est pas de l'économie circulaire, en fait, finalement. Parce que tout le procédé est développé à partir de zéro pour produire des molécules spécifiques. Tandis qu'ici, dans le cadre d'Agri-West Value, par exemple, ou d'autres projets comme ce que Pierre lui a présenté, on va chercher des produits qui existent déjà et qui sont souvent brûlés ou qui ne servent pas à grand-chose pour leur donner une valeur ajoutée. Merci à tous pour vos contributions. Et donc, je propose qu'on passe à la dernière présentation de la journée, celle de ma collègue Valentine Donc, qui va proposer, qui va vous présenter, des exemples de filières émergentes d'extraction, notamment en Belgique. Valentine, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc, nous venons de voir les réalités liées à chaque étape d'un projet. Voyons maintenant comment ces étapes peuvent être intégrées dans des filières spécifiques. Et donc, nous allons faire un retour sur l'historique de l'émergence de deux filières en Belgique, le chanvre et le lin. Le but n'est pas d'être exhaustif, mais de brosser un portrait rapide. Alors, parmi les missions de Valbium, nous avons la valorisation des fibres végétales, et celles-ci peuvent être donc le coproduit d'une culture. Et donc, c'est le cas, par exemple, du chanvre qui est cultivé pour sa graine et pour sa fibre. Alors, le chanvre est un sujet à la mode,
comme on peut s'en apercevoir. On voit donc plein de CBD shops qui fleurissent un peu partout. Il y a beaucoup d'articles qui concernent donc les changements législatifs au niveau de cette culture. On voit le chanvre dans les cosmétiques. Il y a Kim Kardashian qui a fait sa baby shower sur le thème du CBD, etc., etc. Alors, donc le chanvre dont il est question ici, c'est bien donc la sous-espèce de Cannabis sativa qui contient moins de 0,2% de THC. Donc le THC est la fameuse substance psychotrope. Donc ici, on est dans un seuil qui est en dessous de 0,2%. Alors, donc, qu'en est-il maintenant donc dans les produits cosmétiques? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va retrouver de l'huile de chanvre, donc issue des graines de Cannabis sativa. Et donc, le nom officiel est Cannabis sativa seed oil. Et on peut voir donc que cet ingrédient est présent dans plus ou moins 0,60% des cosmétiques. Et on le retrouve dans tout type de produits. Alors, on a vu le nom officiel et donc les fonctions qui sont reprises dans la banque de données COSIN sont skin conditioning, donc émollient, et skin conditioning plus général. Alors, c'est surtout sa composition donc très intéressante en oméga 3 et en oméga 6 qui suscite donc pas mal d'intérêt. Alors, c'est pour la partie huile, mais alors aussi à partir du chanvre, normalement, mais là il y a des petites astuces, on pourrait donc extraire le CBD. Mais attention, le CBD donc, qu'on va retrouver dans les produits cosmétiques, le cannabidiol, est bien donc un CBD issu de synthèse. Vous voyez le nom, cannabidiol synthetically produced. Les fonctions reprises dans la banque de données COSIN sont déjà plus importantes et un peu plus spécifiques, anti-sébum, antioxydant, et on retrouve le skin conditioning précédent et skin protecting. Alors, il y a eu beaucoup de confusion au sujet du CBD, et en fait, c'est normal parce que la législation est en train de changer et c'est assez complexe. Mais donc, pour faire peut-être un rapide petit tour de la législation en la matière, donc en novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé illégale l'interdiction en France de la commercialisation de cannabidiol. Donc, l'arrêt de la Cour de justice concerne le CBD légalement produit dans un autre État membre de l'Union européenne lorsqu'il est extrait de la plante de Cannabis sativa dans son intégralité. Donc, on pourrait se dire que ça va faire bouger les lignes puisqu'ici, seul le CBD de synthèse était permis. Attention, l'arrêt de la Cour de justice, c'était dans un contexte des CBD shops. Donc, on n'était pas vraiment dans un contexte cosmétique. Mais on peut s'attendre à ce que la législation évolue quand même rapidement de ce côté-là. Il faut dire que l'industrie cosmétique, quelque part, est demandeuse qui est révision. Et donc, on a vu, par exemple, que l'isolat de feuilles de chanvre est maintenant repris dans la database COSIN, mais ça ne veut pas dire que c'est une molécule qui est permise. C'est simplement répertorié. Mais donc voilà, ça crée pas mal de confusion et de questions. Alors, toujours à propos du CBD, on voit quand même qu'il y a un engouement, ça c'est certain. Et ça se traduit donc aussi quand on va sur Google Trends et qu'on tape le mot CBD, pour, par exemple, la France sur les 5 dernières années, eh bien, on voit une constante augmentation donc, de la recherche pour ce mot-clé. Alors, on peut se poser quand même la question, qu'est-ce qui fait cet engouement? Que ce soit donc pour l'huile de chanvre, le CBD, enfin, à peu près tout ce qui a trait au chanvre. Eh bien, il y a l'aspect sympathique de cette culture. C'est donc une culture qui est très écologique.
parce qu'elle ne demande ni pesticides, enfin, elle ne demande pas de pesticides, donc ni herbicides, ni fongicides, ni insecticides. Elle a besoin de très peu d'engrais et elle stocke le carbone de façon très importante. Alors, il y a aussi l'aspect multifonctionnel, je pense, de cette culture qui plaît beaucoup. On voit ici sur le schéma que la fleur est source de molécules médicinales. La semence, la graine, va donc donner entre autres l'huile qu'on peut utiliser pour le cosmétique. Les fibres sont utilisées dans des biocomposites, le textile, la partie bois, les chives, la chènevotte en français, est utilisée donc en éco-construction. On a d'ailleurs une très belle entreprise ici en Wallonie, mais donc ça peut être utilisé aussi en paillage, etc. Et donc les utilisations et les co-utilisations ne manquent pas. Alors, peut-être quand même attirer votre attention sur la distinction entre CBD et huile, puisque l'huile de chanvre ne contient pas de CBD, sauf s'il est enrichi, mais en principe, elle ne contient pas de CBD, donc elle est issue des graines. Et le CBD, quant à lui, donc, est extrait des fleurs, mais aussi des feuilles du chanvre. Alors, donc, au niveau de l'engouement, il y a aussi donc, les changements législatifs dont je vous ai parlé et les changements législatifs futurs qu'on prévoit. Et donc, ça donne lieu à des prévisions quelquefois très optimistes. Donc ici, on voit un graphique qui a été fait par Brightfield, qui est une société qui vend des extraits de CBD. Donc, ils font des prévisions pour 2023. Et on voit que donc c'est assez optimiste, mais donc il faut faire attention quand même au phénomène engouement qu'on constate autour du CBD. Voilà. Et sinon, est-ce que cet engouement se traduit au niveau des surfaces? Alors oui. En Europe, qu'est-ce qu'on constate? Donc le graphique ici montre les surfaces de chanvre cultivées de 98 à 2018. Et on voit qu'on est passé de, donc c'est la courbe verte, c'est assez petit, mais donc on est passé de 20 000 hectares par an à 50 000 hectares en 2018. Et donc ces chiffres continuent à progresser. Alors qu'en est-il pour la Belgique? La Belgique, c'est un début de filière et cette filière a toujours quelque part eu du mal à démarrer. On l'a vu aussi quand cette filière a démarré en France et aux Pays-Bas. C'est pas facile parce que ça demande quand même aussi un parc industriel, des outils de transformation, etc. Et donc voilà, le début de filière en Belgique est aussi un peu difficile. On peut le comparer à Orville, pour ceux qui connaissent, de Bernard et Bianca, l'albatros. Mais donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'autour de 2017-2018, on était à 350 hectares par an, et ça correspond au moment où il y a eu donc une unité de première transformation à Marlois. Parce que donc le chanvre, pour qu'on puisse valoriser la fibre, a besoin donc d'unités de première transformation. Ceci dit, donc maintenant, il n'y a pas vraiment d'unité de transformation active en Belgique. On va quand même compter entre 80 et 100 hectares de chanvre en Wallonie, donc principalement pour la graine et donc pour l'huile. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, je vois que j'ai des problèmes. Tout va bien. Okay. Hop. Ça va? Ah oui, parce qu'ils me disent que j'avais... Eh ben non, ça ne va pas. Nous avons perdu Valentine. Eh bien, désolée pour ce désagrément. En attendant qu'elle se reconnecte, je surveille. Ah, je vois qu'elle est ici. Je l'invite donc à nous rejoindre. Ça va prendre que quelques secondes. Désolée pour ce petit couac de connexion.
Voilà Valentine, bonjour, re-bienvenue. Je te laisse reprendre. Ben voilà. Mais donc pour la Belgique, mais ça bouge. Donc chez Valbium, on fait des essais aussi de chanvre textile et donc auxquels pourraient être liés des coproduits aussi. Alors, donc quels sont les freins, pour résumer donc en Belgique, quels sont les freins réglementaires à la culture du chanvre, mais donc avec un focus cosmétique. On voit donc dans le schéma en bas que les graines sont autorisées et donc l'huile de chanvre, là, il n'y a pas de problème. Par contre, les fleurs et donc les extraits de CBD, s'ils ne sont pas de synthèse, restent interdits, malgré peut-être ce qu'on peut lire et voir de temps en temps. Mais bon, on peut s'attendre à ce que ça change, en tout cas. Alors, oui, donc l'industrie cosmétique clairement souhaite que ce soit révisé et donc on pense que ça va bouger et on pourrait imaginer, mais donc avec beaucoup de peut-être et de si, que des cultures de chanvre textile pourraient se développer avec éventuellement, donc je mets beaucoup de sécurité, une extraction de CBD, par exemple des sommités fleuries. Donc ce serait une possibilité si la législation évolue. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres freins? Oui, mais qui sont en train d'être levés aussi. Donc, pour faire de l'huile de chanvre, il faut du matériel de séchage, de tri, il faut une presse, il faut pouvoir conditionner. Nous n'avions pas ce matériel, en tout cas pour le chanvre ici chez nous, mais donc des projets d'installation sont en cours. Et donc, on va pouvoir faire toutes ces étapes localement et donc produire une huile qui peut convenir pour la cosmétique tout à fait localement. Alors, j'avais parlé que j'allais vous parler aussi d'une deuxième filière, et donc, mais là, beaucoup plus brièvement, il s'agit du lin oléagineux. Donc, en cosmétique, on voit aussi que l'huile de lin est utilisée. Le nom latin, c'est Linum usitatissimum seed oil, enfin, le nom officiel. Et donc là, c'est un tout petit peu plus utilisé dans les cosmétiques, 0,73%, souvent dans des soins capillaires, mais pas que. Alors, en Belgique, ici il y a d'abord une DIA aussi donc sur les fonctions, reprise, perfuming et skin conditioning. Donc ça, c'est toujours dans la database COSING. Mais donc, qu'en est-il en Belgique? Alors, le lin qui est cultivé en Belgique l'est en général pour le textile, mais donc il existe aussi des cultures de lin oléagineux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une augmentation des surfaces, en fait, en Wallonie, parce qu'il y a une volonté d'autonomie. C'est principalement quelque part destiné au feed, donc alimentation animale, mais non pas seulement. Et donc, il pourrait y avoir là aussi une opportunité donc en cosmétique. Et il y a d'autres filières d'huile végétale qui existent en Belgique. Donc, il y a notamment aussi l'huile de caméline qui peut être intéressante et l'huile de colza. Ben voilà, mais donc on voit ici aussi qu'il y a des possibilités de valoriser des extraits à partir de coproduits de culture, donc qui ont différents, quelque part, objectifs. On voit aussi que les contraintes législatives, même si elles sont existantes et elles ne sont pas faciles, il y a quand même une évolution ici, notamment aussi en matière d'extraction, donc pour le chanvre. Voilà. Mais donc, je vous remercie pour votre attention et je suis là aussi pour répondre à vos questions, notamment par mail si on n'aura pas le temps ici lors du webinaire. Voilà, merci. Merci Valentine pour cette présentation. Chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On a encore un petit peu de temps devant nous avant la fin de ce webinaire. En attendant que les questions soient posées, je vous invite à aller répondre aux sondages qui sont publiés dans le petit onglet sondage
justement à côté de cet onglet questions, parce que votre avis va nous aider à améliorer donc les webinaires que nous proposerons par la suite. Donc, si vous pouviez prendre juste quelques secondes pour y répondre, ce serait parfait pour nous. Tout grand merci. Alors, ici, j'avais une remarque dans le chat de l'événement de Madame Sophie Marquis qui disait qu'il était un peu illusoire de séparer usage alimentaire et non alimentaire pour les produits agricoles parce qu'un grain de blé est valorisé pour l'alimentaire humain et animal et une partie de l'amidon est aussi valorisée en non alimentaire. Donc, intrinsèquement, on a à la fois du food, feed et non-food. Donc, j'imagine qu'elle voulait éventuellement parler des réglementations et de voir pourquoi est-ce qu'il y avait cette limite et peut-être au niveau des novel foods qu'on ne pouvait pas toujours faire de tout avec tout, alors que et pourtant cela vient de la même base. Donc, je ne sais pas si là-dessus vous avez des avis, chers orateurs. Oui. En fait, tout dépend du scénario d'exposition. Donc, c'est une démarcation toxicologique. La majorité des réglementations ont comme but la protection du consommateur et la possibilité et l'obligation de diffuser des produits de consommation qui ne posent aucun danger pour la santé. Donc voilà, ici évidemment dans le cadre de l'amidon et bon, c'est peut-être effectivement bon, c'est pas vraiment des produits qu'on peut considérer comme étant dangereux ou étant à risque. Mais voilà, il y a une différence de scénario d'exposition entre l'alimentaire et le cosmétique. Si on prend tout simplement l'exemple du vinaigre, c'est très simple. Avec un scénario d'exposition alimentaire, ça ne pose aucun problème si vous en mettez une cuillère à café sur votre salade. Par contre, si vous frictionnez au vinaigre tous les matins les avant-bras, eh bien, en une semaine, vous aurez vraiment des problèmes de peau et d'irritation. Donc, le scénario d'exposition est très différent. Et donc, la réglementation de l'utilisation de ces deux produits est différente en fonction du scénario d'exposition. Parfait, merci pour cette précision. Alors, je vois que les questions commencent à arriver. Donc, ici, j'en ai une pour Valentine au niveau du chanvre. Donc, elle est posée par Constance de Slow Cosmétique, il me semble. Valentine, pouvez-vous nous en dire plus sur les procédés de transformation du chanvre disponible en Belgique? Vous évoquiez cela dans les difficultés. Pouvez-vous confirmer si le chanvre cultivé en Belgique peut y être transformé actuellement ou pas du tout? Oui, alors il y a plusieurs parties dans le chanvre. Donc les graines le seront. On pourra faire de l'huile à partir de cette année. Alors pour la transformation des fibres, c'est vrai que là on a besoin d'une unité de teillage ou de défibrage pour l'instant. Alors il y a une unité de défibrage qui est à reprendre. Et donc, on verra, je pense que le processus ici est presque terminé. Et on verra donc si ce sera repris ou non. Il y a un agriculteur dans le Hainaut qui a racheté aussi une unité de défibrage qui est en cours d'installation. Là, on sera sans doute plutôt à une échelle semi-industrielle. Et alors, nous menons des recherches donc au niveau fibre textile, chanvre textile, pour passer le chanvre sur des unités de teillage de lin. Et ça, c'est des unités existantes. Mais voilà, donc c'est en pleine évolution. Et dans 6 mois, on aura une autre histoire à raconter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Aurore, ça va? Ah oui, c'est ça. Ok. Vous m'entendez? Ok, excusez-moi. J'ai un petit bug avec la plateforme. Elle ne répond plus, mais vous m'entendez, donc c'est déjà ça. Voilà, donc ça a l'air de reprendre son cours.
Bien voilà, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si les participants, vous avez d'autres questions pour nos orateurs, n'hésitez pas à les envoyer par email sur info@agriwestvalue.eu qui se trouve donc dans le chat si vous voulez la copier-coller et la garder bien au chaud. Nous vous remercions pour votre participation. Merci à nos orateurs présents aujourd'hui pour leur présentation qui était toutes très intéressante. Et donc, nous nous reverrons bientôt pour d'autres workshops organisés dans le cadre de ce projet. Un tout grand merci encore et une très belle fin d'après-midi à tous.